Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie et très heureuse de vous retrouver pour animer cette soirée spéciale du 1er novembre. Pour tout vous dire, à la rédaction, nous avons beaucoup réfléchi sur ce que nous pouvions vous proposer ce soir pour commémorer cette date glorieuse de l'histoire de notre pays. Et puis l'évidence nous est apparue, celle de mettre à l'honneur l'un des artisans majeurs de notre histoire commune depuis la guerre de libération nationale jusqu'à nos jours, la femme algérienne. Entre ces générations de femmes courageuses, combatives, ambitieuses et engagées, il existe un dénominateur commun, celui de voir l'Algérie grandir et prospérer dans la paix et la sécurité, ce qui représente plutôt un privilège de nos jours, considérant les temps agités qui traversent le monde. Ce soir, vous allez découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous les profils de 4 femmes extraordinaires qui ont chacune offert à son pays ce qu'elle a de plus précieux dans la vie, son temps, ses compétences, son génie, sa témérité et sa conviction têtue que l'Algérie en vaut la peine. Elles nous font l'honneur d'accepter notre invitation ce soir. Et après cette émission, vous aurez sans doute comme moi, lorsque j'ai discuté avec chacune d'entre elles, l'intime conviction que l'héritage féminin de novembre est immunisé. Nos invités pour ce soir, je vais commencer avec vous, Madame Yamina Chelali. Vous êtes ancienne moudjahida et membre du MALG. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour votre invitation. Avec nous également Madame Saliha Djefel Sassi, ancienne moudjahida, membre du secrétariat national de l'Organisation nationale des moudjahidines ONM. Bonsoir à vous également et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation, Samia, ainsi qu'à toute l'équipe de Canal Algérie de nous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Madame Samira Karyatani, vous êtes biopathologiste, vraiment pour faire court parce que vous portez plusieurs casquettes vous également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et je suis vraiment honorée d'assister à cette réunion. Merci beaucoup. Également avec nous, Madame Yamina Bouchir. Vous aussi, vous portez plusieurs casquettes, mais vous êtes principalement chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique de Sidi Bel Abbès. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Djefel Sassi. On dit souvent que l'histoire n'a pas suffisamment rendu hommage à la femme algérienne et au rôle vital qu'elle a joué dans la libération du pays. Pourtant, lorsque on vous interviewe, d'ailleurs vous particulièrement, et puis toutes les moudjahidettes que l'on voit dans les interviews, vous dites on a fait que notre devoir. On n'a pas fait beaucoup, on n'a pas fait assez, on aurait pu faire plus. C'est une forme de modestie qui a peut-être été responsable de cette forme d'invisibilisation. Alors, est-ce qu'il ne faut pas appréhender cette histoire, cette question principalement, et replacer la centralité de la femme dans la guerre de libération nationale? C'est une question très judicieuse et une question un peu piège. Posée à une moudjahida. C'était pas le but, non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que les moudjahidettes, par leur modestie que vous venez de souligner, ont contribué à cette invisibilité, comme vous disiez, de voir cette femme combattante, de voir cette femme qui a tout donné pour ce pays. Et dans ce studio, on voit défiler, depuis tout à l'heure, les visages de nombreuses chéridettes, les visages de moudjahidettes que nous avons perdus pendant toutes ces années d'indépendance où elles ont continué à donner. Oui, peut-être que nous avons été très modestes, mais nous avons été modestes parce que pour nous, effectivement, et je pense que ma sœur pourra le redire tout à l'heure, nous pensons n'avoir fait que notre devoir. Exact. Nous avons fait notre devoir. Oui. Peut-être que l'autre élément, peut-être que nos frères, nos pères, nos enfants qui étaient avec nous, nous ont vus différemment. Mais je peux vous dire que pendant les années de Braise, ils étaient très contents que nous soyons là. Oui, Madame Yamina Chelali, vous partagez un petit peu cette vision que la femme ne s'est peut-être pas mise suffisamment en avant alors qu'elle a joué un rôle mais central. Beaucoup de choses n'auraient pas pu se faire sans la présence de la femme dans la guerre de libération. Oui, mais moi j'ajouterais encore à ce qu'elle a dit la sœur Saliha.
Pour nous, le grand combat a commencé en 62, après l'indépendance. Parce que pendant la guerre de libération, on était en train de détruire ce qu'a fait le colonialisme. Mais en 62, on a commencé à reconstruire notre pays. Je pense que ce n'était pas tout à fait de la modestie parce qu'on avait un autre combat à mener. Oui. Et c'est ça le plus grand combat. Donc vous ne vous êtes jamais arrêté finalement? Jamais. Oui. D'ailleurs, nous, enfin, je parle aussi de mes sœurs combattantes, la plupart, on a pris l'éducation nationale. Rachida, elle a été à l'éducation, Saleha aussi, parce que l'éducation, c'est le pilier essentiel d'un pays. Oui. On s'est engagé dans l'éducation nationale comme on s'est engagé dans la Révolution. Et avec le temps et le travail, et puis nous, de notre temps, on fignolait le travail. On va au fond des choses. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de parler de notre passé, je pense. Oui. C'est ça l'explication, à mon avis. Hein. Oui, c'est une explication. C'est parce que la mission finalement ne s'est jamais arrêtée. Non, elle s'arrêtera jamais. Parce que maintenant, pourquoi je suis là, moi? C'est pour transmettre la mémoire. Tout à fait. Elle s'arrêtera le jour où on ne sera plus de ce monde. Chez nous. Je voudrais vous poser une question très spécifique. On dit que les officiers français rapportaient que les youyous des femmes algériennes qui accompagnaient les moudjahidines jusqu'à la guillotine leur glaçaient littéralement le sang. Le youyou était finalement l'arme naturelle des femmes, moudjahidettes ou pas, qui torturaient le moral de l'armée coloniale par ce qu'il exprimait. Et ce qu'il exprimait justement, c'était que le combat allait continuer, quelle que soit la douleur, quel que soit le malheur qui était vécu à ce moment-là. Est-ce que, et je vous poserai donc la question à vous deux, est-ce que vous avez vécu, ou est-ce qu'il vous reste en tête un youyou particulier, intense, qui vous a marqué au cours de votre parcours de moudjahidette? Madame Chinali, est-ce que vous vous rappelez d'un youyou particulier ou peut-être à l'indépendance, peut-être pas forcément un youyou Oui. À l'indépendance, moi j'ai vu des femmes qui continuaient à faire des youyous jusqu'à tomber par terre. Elles étaient tellement contentes. Oui. Parce que pour elles, c'est surtout les femmes rurales. Oui. Moi, je parle toujours de la femme rurale. On va en parler justement. C'est mon sujet de prédilection. Voilà, exactement. C'est la femme rurale. Moi, j'ai vu 3 femmes, quand on leur a dit déjà que les négociations avaient réussi et que le cessez-le-feu aura lieu telle date, elles ont commencé à faire des youyous, je ne vous dis pas. Donc, on dirait que c'était une machine. Elle est tombée, elle est partie dans le combat. C'était beaucoup trop fort à ce moment-là. C'était trop fort. C'est-à-dire, vraiment, c'était magnifique. C'est un peu ce que tous les moudjahidines et moudjahidettes ont dû ressentir. Ah oui. Je parle du 19 mars. C'était le cessez-le-feu et ça représentait beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Il y a eu beaucoup de joie, mais ça a duré très peu, parce que tout de suite après, nous avons tous et toutes pensé à ceux qui n'auraient pas, comme nous, la chance de vivre cette indépendance. Vous dites d'ailleurs que c'est un privilège que vous ayez... Tout à fait, oui. Et donc à cette joie naturelle, c'est vrai, il faut le dire, a succédé tout de suite une grande douleur. Et c'est vrai que nous avons eu l'occasion de voir ces femmes de Chouheda, qui savaient que leur mari était mort, que leur père était mort, qu'elles ne reverraient plus jamais 1, 2, 3 de leurs enfants. Et c'était les premières à pousser les youyous. Quand nous sommes arrivés en tenue, ce sont les femmes, ce sont les veuves de Chouheda qui nous ont accueillis. Ce sont elles qui nous ont dit fêtez l'indépendance. Malgré le malheur. Fêtez l'indépendance, parce que c'est pour ça que nous acceptons d'avoir sacrifié tous ceux qui nous étaient chers.
Ouais, c'est très intense, effectivement. Et c'est encore une fois les femmes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Toujours les femmes. Ouais. Toujours. Alors, justement, Madame Dufelsassi, la femme, quelles que soient ses conditions sociales ou son niveau d'instruction, a été un rempart. Ça a été prouvé à l'acculturation, étant, on disait, la première éducatrice de l'enfant, mais aussi en rejetant de son foyer les mœurs importées par le colonialisme français et pour éviter toute influence. Alors même les idéologues du colonialisme avaient parlé de ça, ils avaient évoqué ce point précis, et ils disaient que pour faire aboutir l'assimilation, il fallait procéder à la conquête morale de la femme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... bon, on savait qu'il fallait ce que faisait l'armée coloniale, mais comment la femme, peut-être là on va parler, on va évoquer la femme rurale, comment elle a particulièrement contribué à rejeter cette assimilation en protégeant finalement l'identité algérienne? D'abord, en étant la gardienne des traditions. Et ce n'est pas un vain mot de dire que si nous avons gardé notre algérianité, c'est grâce à la femme. Grâce à cette femme rurale qui a montré tous les jours que l'Algérie n'était pas la France. D'abord, la femme rurale avait gardé sa tenue traditionnelle, que nous n'avions plus, nous, qui avions eu le privilège d'aller à l'école. Elle avait gardé la langue. Je me souviens de ma mère. Nous étions, j'ai une grande sœur qui a elle aussi fait le maquis, qui a milité. Et lorsque nous rentrions de l'école, nous avions tendance à parler en français. Mais à l'époque, nous nous chauffions au charbon. Il y avait des boulets. Et ma mère avait un pique-feu pour attiser les braises. Avec le pique-feu, elle nous donnait un coup à la tête. Elle nous disait non. Ici, c'est l'arabe. C'est pas le français. هذيك البرة هذه ماشي لغتكم. لغتكم. Et on ne la remerciera jamais assez. Parce que si elle ne nous avait pas incité à toujours garder ses valeurs, même au niveau de la nourriture. Quotidien, oui. On mangeait du couscous, on mangeait pas autre chose. Donc c'est ça qui forge chez les adolescentes que nous étions et chez les adolescents qui ont pris le maquis également, le fait de ne jamais avoir été assimilés aux colonisateurs. Même si vous aviez, comme vous le disiez, une vie plutôt moderne par rapport aux conditions de l'époque. Dans les villes, vous étiez des étudiants. Tout à fait, tout à fait. Mais il y avait cette volonté de garder... Il y avait cette volonté de nos mères qui étaient des femmes rurales, qui avaient rejoint les villes parce qu'elles s'étaient mariées peut-être avec quelqu'un qui habitait en ville ou autre. Oui. Voilà. Madame Chenali, vous l'avez vu comment cette volonté de rejeter justement l'influence du colonialisme. Du colonialisme. Oui. Vous l'avez vu comment? Eh ben, je vais vous dire, c'est surtout la femme, comme elle dit, la sœur Saleh. Mais dans votre cellule familiale ou ailleurs? Parce que après vous avez fait dans ma cellule familiale. Déjà. D'ailleurs, mes parents et surtout mon père, nous on allait au lycée, et puis au lycée on apprend le français. Il a toujours voulu qu'on aille à la médersa. Oui. Alors le lycée c'était la journée de 8h à 5h. La médersa c'était de 6h à 8h du soir. Obligatoire, on passait par la médersa. Oui. D'ailleurs, on a eu le certificat d'études primaires, moi et ma soeur, à la médersa. Il tenait à ce qu'on étudie la langue arabe. Et comme elle a dit, la sœur Saleha, je confirme, à la maison, on parlait arabe. Les traditions taouana, on les a gardées. On a vécu une vie, comment dirais-je, on ne voulait pas se mêler. Oui. Pourtant, on habitait dans un quartier où il n'y avait que des Français et des Juifs. Mais on ne voulait pas se mêler. C'est-à-dire, on a gardé notre identité. Oui. Et on était fiers de la garder. Et plus particulièrement à partir de 1955, où il y a eu les fameux SAS, la politique dite de pacification. Là, à ce moment-là, il y a eu une accélération de cette volonté d'assimilation. Je vais vous parler justement des SAS. Le colonialisme, il a tout fait
يعني pour nous extirper هذيك les traditions Tradition, identité. Ils ont tout essayé. En parlant des SAS, les soldats, bien sûr, l'armée française, l'armée coloniale, ils étaient avec les hommes, ils les tuaient, ils les emmenaient en prison et tout, mais ils ne savaient pas quoi faire avec la femme. Ouais. La femme, c'était leur tache noire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des SAS. Donc les SAS, c'était l'action sociale, Ouais. où j'avoue des femmes habillées en soldats, qui passaient dans les douars et qui expliquaient aux femmes comme quoi c'est la France et la France elle a pris vos enfants, elle a pris vos maris et c'est la France qui vous donne la nourriture, enfin tout Propagande. voilà, la propagande. Exact. Et nous, de notre côté, au maquis, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on a pris en charge la femme rurale. C'est-à-dire, on expliquait à la femme. Ouais. Et dans ma zone, enfin... C'est le rôle des mourchidettes, Des c'est bien ça. mourchidettes. de toutes les moujahidettes. Oui, et de toutes les moudjahidettes, De toutes globalement, les moudjahidettes. effectivement. D'ailleurs, il y a des moments où, quand il y a un accrochage ou une grande opération, on était obligé de s'habiller en bédouine. On enlève la tenue militaire. L'arme, c'est les frères qui la... Vous vous cachiez comme ça. Oui, et on se cachait, on se déguisait en bédouine, justement pour avoir les renseignements. Oui. L'armée, combien ils sont, quelles armes ils ont, combien ils sont, le nom du chef, c'est-à-dire, et surtout les harkis qui étaient avec. Parce qu'avec les Français ne s'aventuraient jamais à venir comme ça dans un douar s'il n'y avait pas les harkis. Il y avait toujours les harkis qui faisaient la traduction quand ils ne savaient pas parler en arabe, qui donnaient des ordres. Alors, la femme, elle a tellement résisté, et dans la zone où j'étais, ils n'ont pas pu régler le problème avec les SAS. C'était un échec. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et déjà, en 1954, dès que la révolution a commencé, les zones rurales, ça se passait toujours comme ça. Ils ont coupé avec le colonialisme. Ils ne vont pas à la mairie quand ils ont une naissance. Ils vont pas. C'était le FLN qui s'occupait de tout, des naissances, des décès, ils ont coupé. Et les colons, ils avaient Toute peur. la ruralité, Madame Chelel. Tout, comme un seul homme. Exact, tous, sans exception. Oui, et surtout quand ils ont vu des jeunes filles, les maquis, des infirmières, des aides-soignantes, des mourchidettes. Donc, c'est-à-dire comme il a dit Marham Ben Mehdi, jeter la révolution dans la rue. C'est le Chab qui a pris la révolution. On l'a vécu. Et tellement la femme, l'armée française, ils avaient peur de la femme algérienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dommage que j'ai pas le truc pour vous le montrer. Ils ont jeté des tracts. Ils s'adressaient aux femmes rurales. J'avais un truc, mais je ne sais pas où il est. Oui. Alors le tract, en arabe. Bon, je vous le dis en arabe. Bon. أيها الأم والأخت الجزائرية ما يغلطوكش الفلاقة ils ont pris ton mari بالعربية دابا باسكو صافي لي ريغو ما يقراوش الرومية داو لك زوجك وداو لك ولادك tu es restée toute seule يعني يقولوا يعطيو لها اسمو تو لو نيجاتيف تاع الفلاقة باش تمشي معاهم وتعطيهم الخبار يجيو العسكر للدوار يصيبوا كو دي فام. Les hommes, s'ils ne sont pas au maquis, ils sont partis. Oui. Sinon, ils seront... Donc elle était souvent confrontée à la violence coloniale et aussi au quotidien, bien qui était sûr, très dur. Oui. Alors elle ne répond pas. Est-ce que les Moudjahidines sont passés par là? Elle ne répond pas. Est-ce que vous connaissez tel responsable, par exemple? C'est Faraj ou la Seada? Elle ne répond pas. Donc ils ont senti que la femme, elle leur a échappé. Ou l'homme des tracts. Oui. Bon, puis les gens, ils étaient conscients. Ils jouaient les tracts ou ils Mais justement, à quel moment, selon vous,
l'armée coloniale a pris conscience, parce que j'aimerais qu'on s'approfondisse un peu dans la question de la femme rurale, qui a elle aussi été peut-être un peu plus invisibilisée. Elle a pourtant contribué plus que de manière... Lourdement. Oui, lourdement et durement. Elle a été confrontée à des violences qu'on appelle les violences spécifiques, on ne veut pas dire autre chose. Et la dureté de sa vie, parce que la du ruralité, quotidien. Voilà, du quotidien, mais il n'y a pas tout le confort qu'il y a dans les milieux urbains. Et donc, elle a été une double victime, finalement, dans ce contexte-là. Mais, et paradoxalement, extrêmement résistante. Extrêmement résistante. Et donc, à quel moment, selon vous, selon ce que vous avez vécu personnellement, à quel moment l'armée coloniale, ou la France coloniale globalement, a compris que la femme était sur le front, sur tous les fronts d'ailleurs, pour combattre le colonialisme? Pour revenir et rester au niveau de la femme rurale, qui a donné beaucoup plus que toutes les autres catégories de femmes combattantes. Vous avez tranché la question. Moi, je suis catégorique. La femme rurale a été la colonne vertébrale de la Révolution. C'est elle qui était là pour tout. Pour tout. Y compris pour vous d'ailleurs. Bien sûr. Surtout pour nous. Parce qu'elles avaient vu que nous étions jeunes et que nous n'avions plus nos mères, parce qu'elles avaient des petits-enfants à côté, elles s'occupaient de leurs enfants. Elles nous voyaient peut-être de temps en temps regarder avec envie le fait qu'elles prennent dans ses bras ses enfants. Et donc, elles étaient doublement plus maternelles avec nous qu'avec leurs enfants. Ces femmes rurales, ce sont elles qui ont privé leurs enfants du lait de la maigre chèvre qui restait pour nous le donner et pour le donner aux Moudjahidines. Ce sont elles qui essayaient de donner ce qu'il n'y avait plus rien à donner. Pour vous dire l'intensité, pour vous dire vraiment, cette femme rurale a été admirable. Elles ont tout fait. Elles étaient... Mais pourquoi on n'a pas su peut-être retranscrire ou transmettre les hauts faits d'armes de cette femme rurale? Peut-être parce qu'elles n'ont pas suffisamment parlé elles-mêmes. On parlait, oui. On a parlé tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure de l'invisibilité de la femme en général. Mais c'était une double invisibilité pour la femme rurale. Parce qu'elle, comme le signalait tout à l'heure ma sœur Yamina, en 62, étant analphabète, n'ayant pas un métier qui lui permettait d'être un peu à l'avant-garde, comme nous avons pu l'être nous-mêmes, eh bien, elles sont retournées au foyer, un foyer qu'elles n'avaient, elles, peut-être jamais quitté, sauf quand le village avait été complètement rasé. Et elles ne savaient rien d'autre, elles ne savaient rien faire d'autre que résister encore, qu'être encore plus résiliente, parce que l'Algérie en 62, il y avait tout à reconstruire. Il y avait tout à reconstruire. Et la femme rurale, c'est vrai qu'au niveau du domaine, au niveau de l'agriculture, parce que l'Algérie, à l'époque, l'économie, c'était surtout l'agriculture, il n'y avait pas beaucoup de place pour valoriser le travail de la femme. C'était un travail qui était caché. On voyait l'homme au champ, on voyait l'homme moissonner, mais on ne voyait pas la femme, les tathen, la femme qui tissait la laine, qui préparait le burnous pour son mari, pour ses enfants. Ça paraissait normal. Oui, c'est vrai. Ça paraissait normal. Et étant une chose normale, ben on a décidé de ne pas en parler. Et elles sont devenues, pendant les premières années de l'indépendance, je parle des années 60, des années 70, où on voyait encore les moudjahidettes, et bien c'était surtout les moudjahidettes qui avaient eu de l'instruction. Parce que comme le disait Yamina, presque toutes, nous nous sommes dirigées vers l'enseignement. Pas toujours par choix,
Moi, en tout cas, je parle pour moi. Moi, ce n'était pas un choix d'être enseignante. Mais en 62, on nous a dit stop. Là, Hélène nous a dit stop. Presque tous les enseignants français sont partis. Ces enfants algériens ont besoin d'aller à l'école. Parce que, donc c'est une nouvelle mission dont vous avez été investi. Absolument. Et il fallait le faire parce que ces enfants algériens devaient aller à l'école. Parce que le Moudjahed qui avait combattu en 62, la première chose qu'il demandait, avant le pain, l'instruction. C'était l'instruction pour ces enfants. Et nous avons eu, moi en tout cas je considère que ça a été un privilège formidable d'assister et d'être les actrices de cette première rentrée scolaire. Le 1er octobre 62, les enfants de l'Algérie indépendante étaient à l'école. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est symbolique. C'est symbolique. Oui. C'est magnifique. On avait 52 enfants qui étaient en face de nous, qui ne connaissaient rien, et leurs yeux étaient là à nous fixer. Ils voulaient tout savoir. Tout le monde s'y est mis. Les certificats d'études, le brevet c'était déjà bien, le baccalauréat encore plus rare. Mais tout le monde s'y est mis pour que ces enfants-là puissent bénéficier. Alors justement, on a parlé de la femme rurale. Et effectivement, vous dites, Madame Dufelsassi, qu'elle a été finalement la colonne vertébrale de la Révolution. S'il vous plaît. Oui, allez-y. J'ajouterai quelque chose, Marc. Allez-y. La femme rurale, moi, ma première semaine au maquis, j'étais vraiment... nous encore, on était armés. On était avec... La femme rurale n'était pas armée. Elle était désarmée. Cette chose qui m'a marqué la première semaine au maquis, on faisait des étapes de nuit. Et quand on arrive à Marquez, il y a toujours un gardien, Moussebbilin, ce qu'on appelle la femme rurale ou le Moussebbil. Moussebbil Tani, il a fait beaucoup de choses. Et Moussebbil, c'était les yeux et les oreilles de l'Algérie. Il ramène les renseignements, il c'était vraiment la femme rurale au maquis. Quand on est arrivé au Marquez avec ma soeur, on était avec le guide, bien sûr. Et on entend une voix qui nous dit Qif. Le guide qui était avec nous, il nous a fait comme ça. On s'assoit et on attend. Alors le guide, il donne le mot de passe, au gardien qui était debout avec son fusil. Il a donné le mot de passe. Elle a compris que c'était le juge, que c'était le guide et qu'elle connaissait le mot de passe. C'était une femme. À 3 h du matin, parce que avec le Marquez, il n'y avait que la femme et son mari. Ils font la garde à tour de rôle. C'est la femme qui faisait la garde jusqu'à 3 h du matin. Et avant d'aller faire la garde, elle a préparé la galette. Ce que j'allais dire, en plus des tâches quotidiennes qu'elle a à faire. Son mari, il dort jusqu'à 3 h. Quand il a dit Qif, moi j'ai dit à ma soeur, c'est une femme. Kathleen, non, ça doit être un jeune. Elle nous a fait rentrer où il y a marhaba. Enfin, je ne vous raconte pas les détails. Oui. Quand on est rentré, elle a enlevé sa djellaba. Vous savez, la première journée au maquis, vous êtes complètement... C'est une expérience unique, effectivement. Unique, qui reste ancrée dans votre tête. Elle enlève sa djellaba. C'était une femme avec sa gandoura. Parce qu'elle connaissait déjà, parce que c'est une section qui faisait les armes, les frontières, donc elle les connaissait. Elle servait des galettes, elle va à un petit jeune, un joundi, elle lui enlève ses chaussures. L'instinct maternel, elle nous embrassait. Et quand elle est venue, elle nous a embrassés. Moi, je vous jure, j'étais vraiment... Alors, j'ai doublé de courage. J'ai dit, comment une femme rurale comme ça, avec son fusil, qui fait la... Pour moi, j'imaginais que c'était ma mère. Oui.
C'est une image qui m'a vraiment marqué. Oui, en plus, c'était au départ. Donc Au c'était départ, le premier jour le de premier jour de notre arrivée dans la zone. Connaissant, en plus, on va en parler, les conditions dans lesquelles vous êtes partis. Exactement. On va en parler dans un moment, mais justement, on a dit qu'à partir d'une certaine période de la colonisation, le principe de la société féminine s'était donc imposé, notamment au sein de l'UGMA, l'Union Générale des étudiants musulmans algériens. Et ces associations vont offrir une génération de femmes instruites et qui vont être sur plusieurs fronts, notamment militaires, politiques et militaires. D'ailleurs, Madame Chilali, vous avez reçu une formation avant d'être... avant d'aller au Maquis. Non, avant que ce soit le MALG, vous aviez reçu une formation politique et militaire. Ça, il faut le souligner. Et c'est quelque chose qui va radicalement changer la donne. C'est-à-dire que ce n'était plus seulement des moudjahidettes volontaires, mais il y avait une formation derrière. C'est bien ça, Madame Chilali. Oui. On vous a formé pour être moudjahida. Exact. Et cette formation, elle a été comment? Nous sommes un groupe qui était déjà, on a adhéré à l'UGMA à partir de 1953. Et quand il y avait la grève des étudiants, alors là, on s'est donné à fond à l'UGMA. Et ben, déjà, je commence par le début. Avant l'UGMA, quand on était déjà jeune à la Médersa, on avait le scout. Oui. Les scouts, moi j'ai toujours dit que c'est une école, la première école. Vous apprenez le vivre ensemble, vous apprenez beaucoup de choses. Donc, après, il y avait la grève des étudiants, il y avait l'UGMA. 54, c'était la Révolution. 56, c'était la grève des étudiants. On va y arriver, la grève des étudiants, parce qu'elle a fédéré des jeunes étudiantes de par le monde. De par le monde, exactement. Donc, avec l'UGMA, on discutait toujours avec notre président, c'est Omar Lahirahmou. Et quand la Révolution a commencé, on lisait les journaux, on entendait la radio, les informations. Et quand ils ont arrêté les fidéliyettes d'Alger, on était vraiment choqués. Alors là, à partir de là, déjà, comment dirais-je, le Ruh al-Wataniya, je crois que au début, en étant enfant, Hub al-Watan, il vient tout à fait, c'est tout à fait naturel. Puisque vous voyez des parents qui sont des gens militants, qui parlent de l'Algérie, donc chez nous, c'était automatique. C'est comme si on allait à l'école. Oui, oui. Donc on a fait une demande à l'UGMA avec le directeur, le président Tiana. On a fait une demande à l'état-major pour rejoindre l'ALN. Au début, ils nous ont refusé. Oh non, vous êtes ici, en ville, vous êtes plus rentable pour les cotisations, pour faire de la propagande. Et la deuxième fois, on a fait encore une deuxième demande. Ça a été accepté. Bon, pour ne pas m'étaler. Oui. Et on nous a convoqués. On était 8 filles et 12 garçons, je crois. C'était filles et garçons. Et la plupart, c'est des lycéens. Parce que pendant le colonialisme, les jeunes qui ont fait grève, c'était majoré, 90% des lycéens, 10% d'universitaires. Il n'y avait pas beaucoup d'Algériens qui allaient à l'université. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Donc, on nous a convoqués, on est allé dans un markaz, et là, qui nous a reçus, c'était le colonel Ksembrouk. Quand ils ont commencé à préparer la révolution, Ben Tobbal, Ben Mehidi et Boussouf, ils ont dit, si on fait la révolution, il faut avoir des bases arrières. Ouais. Et Madame Dufel Sassi était à la base arrière de l'Est. Moi, je suis de l'Ouest. De l'Ouest. Donc, il fallait, pour les blessés, pour les faire rentrer, c'était obligatoire. Donc, extrêmement ingénieux d'ailleurs. Oui, et c'est vrai, les bases arrières étaient vraiment utiles. Donc, on avait à Oujda, il y avait des centres de formation, il y avait des infirmeries, il y avait tout était programmé, quoi. Donc, là, on est rentré dans ce centre de formation et c'était Boussouf lui-même qui nous a formés. Une formation de 45 jours, politique militaire. Le matin, on avait des cours, la guérilla,
Une sorte de stage fermé. de stage fermé de 45 jours. Et l'après-midi, on avait le remaniement d'armes. On me dit que vous avez apporté un petit carnet, Ah, justement, qui vient de cette période-là. ça c'est Dostour Tsaï. C'est mon livre de chevet. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, parmi le groupe Tana, je pense que je suis la seule. D'ailleurs, Rachida qui se dit pourquoi tu as gardé toi ton carnet. Voilà. Ça, c'est le petit carnet Formation. où il y avait toutes les leçons. De l'époque. De l'époque. Formation. 56, janvier 57. Janvier 57. Tout. Et moi, comme Extrêmement j'adorais bien l'arabe- tenu, Madame Chenali. Extrêmement bien tenu, c'est-à-dire c'est propre, c'est écrit de manière régulière. régulier. Oui, Oui. voilà. Et ça, une fois, j'ai. Et vous le été- relisez? Mes enfants le relisent. أنا راني حفظته. Oui, littéralement. J'ai été une fois au lycée de UCD, Aïcha. le lycée Aïcha, voilà. Et j'ai montré ça aux élèves de terminale. Elles n'en revenaient pas. Oui, c'est un objet Elles l'ont précieux. gardé pendant une heure au moins. Et vous le donnez à lire? Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de secret, hein. Alors je vais le passer aussi à nos invités, je pense qu'ils aimeraient aussi Du feuilleté. le feuilleter, oui, pourquoi pas, je vais le Il y a passer. même, il y a même des leçons d'embuscade, d'accrochage. Oui. Alors, je vais juste vous poser une question parce que par rapport à vos parcours personnels, je vais revenir à vous, Madame Dufel-Sessi, mais pour Madame Chenali, vous avez prétexté une répétition à la Médersa, puisque vous étiez aussi à la Médersa, Oui. pour que vos parents ne devinent pas que vous alliez partir ce soir-là. Alors c'est assez fort comme anecdote parce que vous avez donné une lettre à votre petite sœur, à votre jeune sœur, et qu'elle ne devait remettre à vos parents qu'à la nuit tombée. Oui. Et À mon père. À votre père qui n'était pas au Ma courant. mère, Oui. Et votre sœur a reçu d'ailleurs une belle raclée Oui. à cause de ça. La pauvre, parce qu'elle ne savait pas finalement ce qu'il y avait dans la lettre. D'ailleurs, Elle ne l'a pas lu. non, Elle ne l'a pas. elle ne savait pas ce qu'il y avait. Il y a une Madame Brixi, Oui, Fadila. Fadela. Oui. Elle est montée avec nous. Et elle avait fait une lettre parce qu'elle était très copine avec ma soeur Allah yarhamha. Oui. Et elle avait peur, moi je ne sais pas qui donnait la lettre. Ma soeur Allah yarhamha, on la donne à ma soeur Aïcha qui va l'amener à ta mère demain. Alors elle a donné la lettre à mon père. Le lendemain, elle a été chez la copine de ma soeur, Madame Brixi, elle a donné. Et la mère, Khadija Brixi, elle vient chez ma mère et lui dit oui, c'est ta fille qui m'a ramené la lettre. C'est tes filles qui ont pris ma fille avec eux. Vous savez, les femmes. Et oui. Parce Et que- votre mère aussi n'était pas tout à fait d'accord. Non, elle n'était pas d'accord. D'ailleurs, ma mère, des fois, en plaisantant, mon père, c'était le respect et tout. Mais avec ma mère, des fois, on plaisantait. Quand il y avait des nouvelles ou des journaux, oh, Sophie, ma mère, les filles, elles sont au maquis, il faut reconquérir l'Algérie. Ma soeur, elle avait très peur. On avait une grande maison et quand elle voulait faire le tour pour aller à la salle de bain, il faut que j'aille avec elle. Oui, elle était plus jeune que moi, mais elle était, oui. Alors elle lui Qui disait, s'est toi, révélée plus tard extrêmement courageuse. toi aussi. qui as peur quelqu'un d'aller quand il n'y a pas de lumière, tu veux aller au maquis. Ouais. Allez, reste où tu es. Mais vous étiez très jeune aussi, donc la crainte, Oui, les craintes et les doutes de vos parents étaient justifiés. Était justifié. Mais mon père, on osait. Mon père, je sais, si on avait eu le courage de lui parler, il aurait compris. Mais ma mère, c'était pas possible. C'était pas possible. Et toutes les deux. Oui, en les- plus. Alors- Et c'est aussi une histoire similaire avec Madame Dufel-Sessi. Et vous êtes partie également avec votre sœur. Mais dans d'autres conditions, puisque votre père Dans d'autres Était- conditions. était Parce que dedans, nous, à l'époque, nous étions en France. à la fédération. Oui, nous étions à la Fédération de France. Nous sommes partis en France en 48. Et donc, dès le déclenchement de la Révolution, mon père a fait partie des premières cellules du Front de Libération Nationale. À partir de 56, mon père étant responsable
au niveau de la Fédération de France du FLN, et étant très peu lettré en français, avait besoin de quelqu'un pour ses rapports. Donc, tout de suite, il s'est tourné d'abord vers moi. Parce qu'il y avait peut-être plus d'affinité avec moi qu'avec mon aîné. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais à peine 13 ans. Oui. En 56, j'avais 13 ans. Je suis née en 43. Donc, mais ce que je veux souligner ici, c'est que tous les responsables au niveau de la fédération du FLN en France, à commencer par mon père, nous ont toujours appris ce que nous allions faire, pourquoi nous le faisions et quels étaient les risques. Donc il y avait un travail pédagogique. Tout à fait. Tous les responsables que nous avons connus au niveau de la Fédération de France, et nous avons connu de grands responsables, puisque chez nous c'était Marquez, c'était un lieu où les responsables venaient régulièrement, et on nous a toujours dit, on nous a expliqué les buts de cette lutte, parce qu'en territoire ennemi, c'est pas forcément ce qui se passait en Algérie. En Algérie, les gens pouvaient voir, mais dès 1957, on était bien obligé de comprendre que même si la guerre ne se déroulait pas en Algérie, elle avait quand même un gros impact en France. Et ça a été beaucoup plus visible à partir de 1958, parce qu'en août 1958, il y a eu le deuxième front, ce qu'on a appelé le deuxième front en France, avec le ciblage des unités économiques françaises. C'est pour ça qu'on a eu Mourpiane, on a eu beaucoup de sites français de grande valeur économique qui ont été incendiés, beaucoup de policiers qui ont été exécutés. Et c'était la première fois d'ailleurs, pour un pays colonisé, c'était la première fois qu'on exportait le combat en terre ennemie. Oui. Et inutile de vous dire qu'après l'ouverture de ce deuxième front au mois d'août 1958, il y a eu des rafles énormes parmi la population algérienne. Des Algériens ont été arrêtés, des Algériens ont été renvoyés en Algérie. Mon père a fait partie. Oui, mon père a fait partie du lot. Non, en 1958. Il a été arrêté en septembre 1958. Je voulais juste ouvrir une parenthèse par rapport à une rafle au Veldiv. En France, on parle souvent d'une rafle de juifs au Veldiv, mais on ne parle pas de cette rafle d'Algériens. Du 17 octobre 1961. Oui, tout à fait. Il y a quelques rares images qui viennent d'être au même lieu, et avec peut-être encore plus de férocité de la part il y avait beaucoup de gendarmes, beaucoup de gardes mobiles, semble-t-il, parce que nous, le 17 octobre 61, nous n'étions plus en France, mais ça a été terrible. Mais à quel moment vous avez été exfiltré finalement? Alors nous avons été exfiltrés en 50 parce que nous avons continué. Mon père étant arrêté, nous avons continué. Et malgré, il y avait des perquisitions, mais on a quand même continué. Et en fin 59, on est d'abord venu me voir. Moi, j'allais au lycée. On m'a dit non, c'est pas la peine d'aller au lycée. Il faut prendre le vous étiez sur le point d'être arrêté. Voilà, j'étais sur le point d'être arrêté. Avec votre sœur? Non, d'abord moi. J'ai été exfiltrée 4 mois avant ma sœur. Ah, très bien. Elle a rejoint, mais par le même circuit. Ouais. On nous a exfiltrés à travers la Suisse, on nous a envoyés en Tunisie, et arrivé à Tunis, on avait des informations précises en partant de France. On s'est rendu il y avait un bureau militaire à Tunis. Il y avait un moudjahid qu'on appelle, c'est Omar Boulahbel, qui est bien connu, et qui nous a dirigés directement sur l'état-major à Ardimeo. Et je voudrais, puisque vous me donnez cette occasion, je voudrais ici exprimer
toute ma gratitude à ces Françaises. Je dis bien des Françaises. Oui, vous avez raison. Parce que moi, j'ai été convoyée par des Françaises, j'ai été hébergée par des Françaises qui, au risque, peut-être pas de leur vie, mais au risque de leur sécurité, parce que beaucoup d'entre elles ont été emprisonnées. Et face au regard de leur population, Oui. c'était des traîtres. Oui. Nous, on avait nos harkis, et pour la population française, ceux qui nous aidaient, c'était la même chose. Oui. Je voudrais leur exprimer toute notre gratitude et dire que même pour eux, il y a actuellement une association des Amis de la Révolution algérienne, mais eux aussi, à un moment donné, ont été rendus invisibles. Et nous l'avons très mal supporté. Nous qui avions eu affaire à eux, et nous qui, peut-être, n'avons pas été arrêtés grâce aux risques compris. Moi, je parle surtout des Françaises. Des femmes. Parce que ce sont les femmes. C'est une femme à Besançon qui a réveillé sa fille de son lit pour lui donner un petit matelas pneumatique pour que je puisse, moi. C'est cette femme qui a traversé la frontière avec le véhicule alors que son mari était en train de me faire traverser à pied la frontière pour ne pas être arrêté, parce que même les douaniers suisses, lorsqu'ils interceptaient des Algériens, les remettaient immédiatement à la douane française et à la police. Oui, il y avait une collaboration. Voilà. Oui. Donc moi... Oui, et c'est encore plus incroyable parce que ces femmes, et ces hommes et ces femmes aussi, c'était pas leur cause. Pas du tout. Donc, mais comment beaucoup, expliquer cette il faut dire solidarité? que beaucoup d'entre eux étaient des résistants. Oui, donc il y avait un lien. On n'était pas très loin de 45. Et la France avait connu une vague de collaborationnistes. Oui. Le régime de Vichy. Et il y avait à côté la résistance. Donc beaucoup de ceux qui nous ont aidés avaient soit eux-mêmes participé, soit leurs proches. Et c'était également par humanisme. Quand vous voyez un Sartre ou une Simone de Beauvoir, étaient déjà connus, bien établis, c'était des philosophes. Pour eux, la cause algérienne, ça pouvait être quelque chose qui ne les aurait pas intéressés. Eh bien, ils ont quand même été. C'est vrai. Et ces intellectuels, certains ont joué un rôle. Les prêtres, les prêtres. Oui. Les prêtres qui nous ont beaucoup aidés. Je vais reposer une question à laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Peut-être parce qu'elle est particulière, c'est pas évident de répondre à cette question. Peut-être ça sera un peu plus évident pour vous, Madame Chilali. Et je suis désolée de vous rappeler peut-être un souvenir douloureux. J'ai vu lorsque vous avez parlé de votre sœur et des conditions dans lesquelles elle est tombée en martyr, et vous dites que quand ils ont découvert son corps, quand l'armée coloniale a découvert son corps, ils n'en revenaient pas. Ils ne pensaient pas que la femme algérienne était sur le front militaire. Oui. Donc ça, qui leur a tenu tête. Qui leur a tenu tête pendant combien d'heures? Plusieurs heures. 5 à 6 heures. Voilà, 5 à 6 heures. Oui. Jusqu'à ce qu'ils envoient l'aviation. Oui. Pour venir à bout de... c'est l'aviation qui nous faisait... Si on avait l'aviation qui m'égale... on serait pas resté 7 ans. Oui. Évidemment. L'armée française, d'ailleurs, j'ai quelque chose pour appuyer ce qu'a dit la sœur Saleha. Les Français, il y a 2 catégories. Nous, en zone 6, on a fait des prisonniers, des jeunes appelés. Quand on les a eus dans notre section, et on les a accompagnés pour les faire traverser, les faire rentrer au Maroc. Je me dis, la Croix-Rouge, 2 jeunes, ils m'ont vu à Agdaoumaki, ils pensaient que c'était au milieu des journées du tout, mais quand ils ont vu une femme, ils étaient vraiment étonnés. Et puis ils avaient peur. Bon, on avait peur de les perdre, ou les Horbo, on ne sait jamais. Il y avait 2 journoutes qui les gardaient, à Agda, armés.
Et le Joundi qui les gardait, il ne parlait pas français. Donc c'était moi, là, je faisais l'interprète. Ils étaient bien traités. Vraiment comme des Jounouds, mais désarmés bien sûr. Mais ils faisaient avec nous le trajet. Et à chaque fois qu'il demandait quelque chose, moi je lui répondais. Une fois, on a fait une longue marche la nuit. On arrive à Marquez. Quand on est arrivé là-bas, on a trouvé toujours la femme. Le repas, le couscous ou la chorba, ou ce qu'on peut manger au maquis. Il y avait de disponible. Du café, de la galette. Et les deux prisonniers, là, les pauvres, ils étaient ahuris. Puis il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, oui, ça c'est le Marquez, on va manger. Ah bon, vous mangez tous ces repas au maquis? Je dis oui, parce qu'il y a des femmes qui font le travail. Qui le préparent. Oui, c'est leur combat. Et donc il a pris conscience d'une organisation qui avait derrière. Oui. Alors à chaque fois qu'il me pose une question, je dis oui, c'est le NEDAM. Le NEDAM, c'est-à-dire c'est l'organisation. C'est l'organisation. À chaque fois, il me dit, et ça aussi, c'est le NEDAM. Je dis oui, c'est le NEDAM. Et donc ils ne savaient pas, Madame Chilali. Non, ils ne savaient pas. Ils ignoraient ce qu'il y avait. Oui, et pardonnez-moi, ils ignoraient, mais aussi, il y a ce côté méprisant, évidemment, de la civilisation européenne, oui, etc. sûr. Ils ne pouvaient pas imaginer que les Algériens étaient capables, et les Algériennes particulièrement, étaient capables d'une telle organisation. Oui, eh ben, il était étonné, et quand il a rejoint sa famille, bon, j'abrège, quand il a rejoint ici en France, il a écrit un article sur le journal. Disant oui, dommage qu'on n'a pas j'ai la date, mais je n'ai pas le journal. Il leur a dit, on nous a appelés, ils s'appelaient des appelés, pour mettre de l'ordre en Algérie. Oui. Mais il a dit que jamais je n'aurais cru que la France, une de grandes nations, au lieu de faire de l'ordre en Algérie, on a fait pire que ce qu'a fait les nazis en Allemagne. Parce qu'ils ont vu les douars bombarder les gens et tirer sur tout ce qui bouge. Donc il était scandalisé. On sait que les appelés étaient choqués parce qu'ils étaient choqués. Oui. Imaginez pas les atrocités qui étaient commises ils ont en Algérie. Pire que les nazis. Et donc pour revenir à l'histoire de votre sœur, parce que j'aimerais évoquer son parcours, elle est partie avec vous. Oui. Et vous étiez donc deux sœurs qui étaient parties sans l'aval sans l'accord de leurs parents. Et vous avez perdu votre sœur sur le front et vous l'avez découvert aussi par hasard. Par hasard. Oui. On était dans le PC elle est restée il y a 11 ans, 5. C'est-à-dire vous n'étiez pas ensemble? Non, on est rentrés ensemble avec la sœur Malika Hajjaj, qui est restée à la zone 1. Ma sœur, on l'a laissée avec son binôme à la zone 5. Et moi, je dois continuer jusqu'à la zone 6, Mascara, Saïda. Alors, au moment des rendez-vous, d'ailleurs, on s'est embrassé, elle m'a dit oui. Alors, occupe-toi bien de toi, fais attention et tout et tout. Et je me rappelle toujours sa phrase, elle me dit, si jamais tu reviens à la maison, tu reviens chez mes parents, chez nos parents, tu diras à nos parents de nous excuser notre fugue. C'était la patrie qui nous a appelés. J'ai toujours d'ailleurs, j'ai toujours sa lettre, je crois. Dans le petit carnet, j'avais sa lettre. Non, mais je crois que je l'avais mis dans une enveloppe pour en faire une photocopie. Et quand il y a eu cet accrochage à la zone 5, la zone 5, c'est une zone très active, où il y avait le capitaine, c'est Faraj, celui qui est mort avec Lotfi, à Béchar. C'est un vrai baroudeur. Ils ont eu du mal. Alors l'armée française, le commandant Taham, si vous voyez une section, un bataillon de Fellaga passer, ne les touchez pas, cherchez-moi Faraj. Je veux sa peau, je veux. Alors quand ils ont... Et elle était avec lui? Oui, elle était au PCI ou le binôme Taha, avec un groupe de genoux. Ils étaient 11 ou 12. Alors quand il a eu... Bien sûr, les Français, ils travaillent sur renseignement. Ils savaient que... C'était le jour où ils ont dit, tiens, le PC du colonel Faraj, du capitaine Faraj, il est à tel endroit. Ils étaient tranquilles. À 4 h du matin,
quand il faisait frais encore, commençaient à faire les guides, ceux qui faisaient la garde. On pense que l'armée française est en train de passer. Floul, ils ont su que c'est un passage. Mais ils ont encerclé. Ils étaient en train de les encercler. Et quand ils encerclent, c'est. Toute l'armée française est là. Oui, c'est des centaines d'hommes. Ils avaient peur, ils ne savaient pas combien d'ailleurs. Alors qu'ils étaient moins d'une douzaine. C'était une douzaine. C'est incroyable. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une femme. Non, jamais. Alors, quand ils ont encerclé, et les moujahidines avec ces farrages, ils ont nado, chafaud, ils avaient des jumelles et tout, ils ont compris qu'ils étaient piégés. Alors, ils commençaient à se préparer pour sortir un peu de l'encerclement. Et comme ils avaient des gardiens partout, ils ont su. Alors, ils se sont partagés en 3 groupes. Un groupe avec ses farrages, avec ses 3 genouds. Un groupe, sous-lieutenant, ou le groupe Tsahahiya. Et comme les Français, ils allaient vers la porte enfin, du PC. Mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient sortir de l'autre côté. Oui, il y avait une double voilà. sortie. Alors, il y a le groupe Adakta, ces Faraj, ils sont sortis. Le deuxième groupe, ils sont sortis. Ou le groupe, là où il y avait ma soeur, ils sont sortis, mais c'était trop tard. Ils étaient bien encerclés. Alors, ils commençaient à tirer. Dès que le sous-lieutenant des Kanmaram, il commençait à tirer. Où les soldats français commençaient à tirer. Ça a duré pendant... Ils avaient peur d'avancer. Parce que si on avance, on sera... Ils attendaient l'avion. Alors pendant 6 heures du matin, on m'a fait les tirs des 2 côtés. Jusqu'à 9 heures du soir, ils se sont... Alors quand ils ont avancé, où l'avion commençait à bombarder, c'était la fin. 3 genoux sont morts avec ma soeur, et 3 autres, ils étaient blessés, gravement blessés. Et elle, particulièrement, elle s'est battue jusqu'à la dernière fin. seconde. Et ce qu'elle a fait avant de elle commençait à brûler ses papiers. Elle avait le même carnet, elle a tout brûlé. Elle a brûlé son ordre de mission. Elle a jeté son arme. Elle avait une MAT 49 dans un puits avant de terminer. Pour le sous-lieutenant Hadak, il dit ah, ça y est, c'est notre fin. Commençait déjà d'ailleurs. Elle commençait, et puis elle avait une grenade. Alors elle a pris sa grenade. Au dernier souffle, elle a jeté la grenade sur les soldats qui commençaient à monter. Avec ça, l'aviation, elle bombardait. Oui. Bon, et elle a crié quelque chose. Elle a crié Tahia al-Jazair. Et quand le colonel français s'est présenté, il a dit à ses genoux, il n'y a que le capitaine Farage qui peut nous tenir tête comme ça. C'est pas possible. Et il est venu, il lui a donné comme ça un coup de pied. Elle était comme ça. La casquette. Ils ont vu ses cheveux longs. Oui. Et il paraît, d'après Moujahid qui était blessé, qui nous a raconté l'événement, qu'il était vraiment scandalisé. Maintenant, c'est les femmes qui nous tiennent tête. C'est fini l'Algérie. C'est fini l'Algérie. Voilà, c'était ces moments-là où l'armée, finalement, ou la France, plus globalement, a compris. Ils ont compris que la femme faisait partie de la révolution. Et il avait à Bel Abbès, enfin à Saïda Mascara, il y avait surtout les tirailleurs algériens. Oui. La plupart, après ce coup-là, il y avait toute une section de tirailleurs algériens qui ont déserté. Oui. Ils ont déserté. Oui. Du coup, maintenant, c'est les femmes qui nous tiennent tête, c'est fini l'Algérie. Et il a obligé les tirailleurs algériens de l'enterrer et de lui présenter les armes. Oui. Et donc, là, on comprend il a eu quelques moments de... Oui. Comment dirais-je, de sagesse et peut-être d'humanité. Oui, d'humanité, c'est tout à fait le mot. Il a compris qu'ils sont en train de se battre pour rien. Exactement. Pas de se battre, d'agresser. D'agresser, oui. Voilà. Je vais donner la parole aussi ce soir à nos 2 autres invités qui ne sont pas là par hasard. Nous les avons choisies aussi parce qu'elles sont des femmes exceptionnelles. Je vais commencer avec vous, Samira Kariatani. Alors, vous me direz si je me trompe. Vous êtes médecin pathologiste
Vous êtes la première à avoir ouvert un laboratoire d'anatomie pathologique en Algérie en 1988. Et il couvrait une grande partie du territoire algérien, ouest, nord et sud. Et il était classé deuxième derrière le centre Pierre et Marie Curie d'Alger. Et vous avez été, juste pour faire le lien avec notre thématique de ce soir, vous avez été écolière au lycée de Tlemcen, au lycée de Maliha Hamidou. Juste avant de parler de votre parcours, parce que ce que nous avons voulu ce soir, c'est croiser ces profils de femmes, celles qui ont libéré le pays et celles qui continuent à le développer. Vous êtes une sommité dans votre métier, Madame Keriatani. Non, c'est peu de le dire. Juste un mot sur ce que vous avez ressenti ce soir. Et est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans votre intimité, les femmes moudjahidettes? Est-ce que c'est un sujet qui vous inspire? Oui, tout à fait. Ce soir, vraiment, devant nos deux belles dames, je me sens toute petite, franchement, avec tout ce que vous faites. Vous avez fait. Non, mais c'est vrai, ça me fait vraiment. Vous êtes la relève, ça fait plaisir. Oui, oui, c'est grâce à vous. C'est-à-dire que grâce à elle que nous sommes là et qu'on ressent nous-mêmes cette fierté d'être algérien. Donc c'est ça, on se dit parfois pourquoi on est comme ça. Et c'est vrai que c'est grâce à vous. Et que nous aussi, à Tlemcen, il y a eu beaucoup de familles, dans ma famille aussi, ils sont des familles où il y a eu beaucoup de moudjahidines, dans la famille Kahia, où le papa c'était quelqu'un de très ouvert, où il avait formé ses enfants, dans une sage-femme qui était sage en 1951 et qui était moudjahida également. Et ses sœurs aussi, ils ont un shahid, c'est toute une famille de moudjahidines. Donc c'est vrai que je ressens la même chose, mais vous étiez au front, c'est-à-dire que quand je vois un peu ce que vous avez fait, que quand on va sur Google ou pour voir ce que vous avez fait, on n'a pas ce que vous avez fait. Oui. C'est-à-dire que pas comme ce soir. Pas comme ce soir. Normalement, ça doit être publié, ça doit être des films, carrément. Oui, des films. Franchement, moi j'ai essayé de chercher pour vous connaître. J'ai retrouvé un peu Madame Chelali, mais vous, Madame, on ne le voit pas sur les réseaux, franchement. Donc, on doit quand même commencer à parler de vous. Vous êtes travaillé beau, vous avez pris les armes. Moi, je suis vraiment fière maintenant d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est vrai que je suis pathologiste, j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours jusqu'à présent. Et je vois maintenant pourquoi je travaille autant et que j'aime mon pays. Je suis fière. Je suis fière d'être algérienne. Franchement, je suis vraiment très fière d'être algérienne et je suis fière de ce que je suis en train de faire dans la médecine de précision. Parce que maintenant, c'est la médecine de précision. Alors, justement, votre cheval de bataille, c'est justement votre combat même. C'est la rapidité, la précision et la fiabilité du diagnostic. En 2015, vous êtes choisie pour être coordinatrice du plan cancer pour les pathologies publiques et privées. Et vous comprenez à travers cette expérience la centralité finalement de la question de la biologie moléculaire et la génétique. Et vous lancez votre plateforme biologique et moléculaire. Justement, à quel point ça a été transformatif, cette expérience en Algérie? Au fait, la médecine de précision, on l'a commencé déjà bien longtemps pour le diagnostic. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 1986 et ça portait sur le cancer du sein. Et le cancer du sein, à l'époque, il mettait beaucoup de temps pour être diagnostiqué. Un mois. Déjà, oui, ça prenait un mois. Déjà, ça, c'est une médecine de précision par rapport au diagnostic. Après l'introduction aussi des récepteurs hormonaux en 1994, c'est de donner un autre traitement. C'est un peu la biologie moléculaire également, hein. C'est de l'immunohistochimie, mais c'est toujours de la biologie moléculaire, mais testé autrement qu'actuellement, où on va vers l'ARN et l'ADN. Et la médecine de précision, c'est
c'est de donner le meilleur traitement au patient et le traitement qu'il faut. Personnalisé en fait. Personnalisé. Maintenant, on est dans la médecine personnalisée, non seulement au niveau du dépistage, au niveau du diagnostic, au niveau du traitement, donner le meilleur traitement et au cours du traitement. Au cours du traitement où on fait juste un prélèvement sanguin pour voir est-ce qu'il y a une réponse au traitement ou pas. Donc parce que parfois il y a des résistances au traitement et là c'est la biologie moléculaire. La biologie moléculaire et la génétique qui va nous permettre de donner le meilleur traitement au patient et de suivre la patiente après le traitement. Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on est en train de développer ça? On y est. Hein, est-ce que nous avons suffisamment développé la médecine c'est-à-dire que la médecine de précision, la génétique, ça évolue énormément. Oui. Ça évolue énormément. Il y a toujours des nouvelles molécules, il y a toujours des mutations qu'on retrouve résistantes au traitement. Maintenant, on est dans le séquençage qu'on fait au niveau du laboratoire. Et le séquençage, maintenant, c'est important. C'est unique en Afrique. Oui, en Afrique, oui, nous sommes parmi les premiers en Afrique, mais également nous faisons également la recherche des cellules tumorales circulantes dans le sang. Nous sommes les premiers en Afrique. Nous sommes les premiers en Afrique. C'est juste de filtrer le sang et de suivre la patiente au cours du traitement s'il y a une réponse au traitement en comptant les cellules tumorales. Et là, maintenant, avec ces... Et ça nous met au diapason des autres pays, des pays avancés dans ces domaines? Oui, tout à fait. Nous sommes dans la médecine de précision au même niveau que les autres pays. Oui. Et alors, vous avez installé une équipe pluridisciplinaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans votre laboratoire. Pour réaliser, alors je vais dire des mots que je ne maîtrise pas tellement, mais vous allez nous les expliquer. Pour faire la cytoponction mammaire, ça c'était en 92, c'est-à-dire que vous aviez commencé déjà cette expérience-là. Et on parlait des délais justement de détection du cancer notamment. Vous avez réduit ce délai d'1 mois à 1 jour. Oui, c'est qu'on dit diagnostic en 1 jour. Oui. Le diagnostic en 1 jour. Comme j'ai été la première à avoir ouvert mon laboratoire et ma spécialité c'était le cancer du sein, donc pour moi il fallait améliorer le diagnostic du cancer du sein en introduisant la cytoponction. La cytoponction ou juste faire une ponction, on voit qu'il y a des cellules tumorales et là on prend en charge la patiente tout de suite. Et là, après, il y a des nodules du sein où ils sont tellement petits qu'on ne peut pas les palper, parce qu'au début, c'était la palpation. Et là, j'ai introduit avec l'Institut Curie la cytoponction éco-guidée. Éco-guidée, à l'époque, je prenais mes patientes, et comme il y avait des radiologues à côté, donc je les prenais, je faisais les ponctions avec les radiologues à côté. Donc, c'est la ponction aux 4 mains. Et là, ça réduisait le diagnostic en 1 jour. Donc le même jour, on avait un diagnostic si c'était malin ou bénin. Et ça se fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, mais on a développé autre chose, la meilleure prise en charge par rapport à est-ce qu'on doit opérer la patiente au début ou est-ce qu'on doit lui donner une chimiothérapie. Et maintenant, avec l'ADN circulant, juste une prise de sang, on pourra savoir comment... On sait tout de suite ce qu'il faut. Oui, on sait tout de suite comment est-ce qu'il y a un traitement qui est institué, est-ce que le traitement est correct ou pas, parce qu'au cours du traitement, on peut avoir des résistances à ce traitement et là, on peut redresser avant que la patiente ne fasse une métastase. Je prends le cas du cancer du sein. Quand une femme est un cancer du sein hormonodépendant, ça veut dire que la tumeur, elle a besoin d'un oestrogène et progestérone pour se développer. On donne des anti-œstrogènes. Et ces anti-œstrogènes, il y a un traitement, mais au cours du traitement, on peut développer des résistances. Et cela, on peut le faire avec la biologie moléculaire. Juste un prélèvement sanguin, on fait la recherche du LESR1 à partir de la digital PCR et on peut savoir que cette patiente va bientôt faire une métastase. Donc 6 mois avant ou quelques mois avant. Donc on peut redresser le diagnostic et on donnera un meilleur pronostic à la patiente. Le tout, c'est d'avoir l'information justement à temps. Oui, et avec précision. Tout à fait. Vous avez évoqué quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit qu'il faut préserver l'ADN algérien, il s'agit de souveraineté. Tout à fait. Comment l'ADN peut être une question de souveraineté génétique? J'apporte la précision. Que la génétique, c'est... Dans l'avenir, on peut modifier notre génétique. C'est-à-dire que
Moi, je sais, enfin, l'ADN est l'extérieur, hein, parce que jusqu'à présent, on a toujours envoyé nos prélèvements à l'étranger. Mais nous, dans notre laboratoire, tout se fait au niveau du labo. On a notre propre panel, notre propre bioinformaticien pour faire le séquençage, et notre propre généticien qui interprète, et notre propre serveur. C'est-à-dire que toutes les données sont dans notre propre serveur, ils ne sont pas à l'extérieur. Et le fait qu'on a customisé notre propre panel, c'est que la lecture se fait en Algérie. Donc on préserve notre ADN. Notre ADN reste en Algérie. Tout à fait. Parce que l'ADN c'est de la data et la data c'est de l'argent. Oui. Dans l'avenir, après, on peut manipuler la data et... Oui, après. Mais en quoi c'est important aujourd'hui de mettre en data nos gènes? Nos gènes pour pouvoir après pour les exploiter. Après pour exploiter, par exemple pour des maladies rares ou des cancers. Après il faut étudier un peu l'ADN, comment elle est, pour redresser pour aller vers un bon pronostic, pour prévoir et donner un bon. C'est-à-dire que donner. Après, prévoir pour essayer de dépister le plus tôt possible le cancer. Très bien. Je vais passer à Madame Yamina Bouchir. Je le disais, vous êtes chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique à l'INRA de Sidi Bel Abbès. Vous êtes docteur en biologie et responsable d'une équipe de recherche spécialisée dans la valorisation des ressources naturelles, végétales. On dit de vous que vous avez eu la folle idée de transformer finalement les bactéries en cuir. D'abord, comment vous est venue cette idée? Vous dites, je voulais regarder l'aspect positif des bactéries, non pas toujours le côté diabolique finalement. Oui, exactement. C'est parti de là? Oui, en fait, ça vient de ma formation en écologie végétale où on a été formé, on a cette vision que tout organisme vivant fait partie d'un écosystème. C'est-à-dire tout organisme vivant est très important. Ouais. Et donc j'ai intégré, et vous avez raison Madame Kahia, c'est ça? L'importance de la pluridisciplinarité. J'ai eu la chance de faire plusieurs formations différentes où j'ai fait de l'écologie. Après, je me suis lancée à l'INRA à faire de la microbiologie et disons que mon background m'a permis de voir que un micro-organisme, ce n'est pas forcément néfaste. Parce que, par exemple, à l'INRA, on a tendance à étudier le micro-organisme comme il est phytopathogène par rapport aux plantes, par rapport aux cultures agricoles. Et moi, je suis venue avec mon background où je considère qu'un micro-organisme, ce n'est pas que ça, c'est aussi autre chose. Donc, on avait travaillé sur des micro-organismes biostimulants de plantes et est venue cette idée, voilà, après... Elle vient de quelque part, vous l'avez vue à l'étranger, par exemple? En fait, non. En fait, il faut savoir que les micro-organismes qu'on utilise, c'est des micro-organismes qu'on consomme, qu'on trouve dans le vinaigre. C'est des micro-organismes. À partir d'ailleurs des déchets ménagers. En fait, et industrie agroalimentaire. Justement, par exemple, quand on fermente le vinaigre, on trouve toujours cette on appelle ça, cette couche. Cette couche. Et en fait, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas la transformer? Et est-ce que c'est aussi dans un souci finalement de préserver des ressources naturelles? Encore une fois, notre formation d'écologiste, on a cette notion de durabilité. En tant que chercheur, on est là pour trouver des solutions durables à des problématiques majeures de notre société, de notre pays et surtout du monde. Donc oui, bien sûr, on a toujours ce souci de créer des solutions qui soient durables. Par exemple, on a ce problème-là où le cuir est polluant. C'est un secteur très polluant. En fait, tout le secteur de la mode est très polluant. Il est très consommateur en eau, il a un impact carbone très important. Et donc, pourquoi pas ne pas produire du cuir dans un petit coin, dans un laboratoire? Et pourquoi pas dans une usine où on consomme moins d'eau? Il n'y a pas de polluants chimiques. Juste vraiment une question très, très basique. Oui. Est-ce que ça va ressembler vraiment à du cuir? Est-ce que ça va remplacer le cuir en termes de qualité aussi? Oui, justement. En fait, il faudrait... En fait, en tant que chercheur, on a tendance à s'enfermer dans un laboratoire. Et ça nous arrive beaucoup, mais ce qu'il y a de bien à l'INRA, c'est qu'on fait de la recherche appliquée. Donc, s'il y a un truc qu'on nous a formé à l'INRA, c'est de sortir, d'aller sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans une usine de cuir animal et on a pris notre matière, on a vu le procédé, on a assisté à tout le procédé et vraiment, notre matière, elle ressemble exactement à un cuir qui n'est pas encore tanné, qui n'est pas encore traité. Donc, Donc le défi a été relevé de ce côté-là. Oui, bien sûr. Et vous êtes même en relation déjà avec comment on peut appeler ça, des industries de la mode? Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de marques de luxe qui veulent surfer sur cette tendance du cuir vegan et tout. À quel point d'ailleurs elle est importante cette tendance aujourd'hui?
Elle est très importante parce que le monde va vers tout ce qui est, en fait, le monde va vers tout ce qui est vegan. On considère que consommer un animal, c'est, vous voyez, c'est cruel. Il y a aussi l'aspect impact écologique de cette consommation classique. Et donc, voilà. En fait, c'était surtout, en fait, on a commencé cette idée, c'était on jouait, voilà, carrément. C'était un travail qu'on faisait en parallèle avec notre travail à l'INRA. Et d'ailleurs, on l'a fait. C'est comme ça que s'amusent les chercheurs. J'étais bon chercheur. En fait, le travail a été fait pendant le confinement, pendant les 6 mois de confinement, dans ma cuisine, chez moi. Ah oui. Oui, voilà. Et donc ça a servi à quelque chose. Oui. Non, mais vous aviez déjà entendu parler de ces expériences. Bien sûr. Alors, juste pour préciser, vous êtes en contact avec des créateurs de mode arabes, notamment. De arabes, c'est-à-dire de pays arabes. Oui, on avait été approchés parce qu'on avait participé à beaucoup de programmes internationaux. On avait reçu des prix, un premier prix au niveau du Moyen-Orient, un autre prix algérien aussi. Et en fait, on voulait nous brancher, on va dire, avec des créateurs de mode du Moyen-Orient. Et voilà, en fait, le truc avec l'entrepreneuriat, c'est que ça va vite. Oui. Et encore une fois, en étant une femme et une maman et tout, donc c'est pas évident. On est obligé de faire des petits breaks pour gérer le personnel et tout, et continuer. Donc c'est vrai qu'on a fait un petit break. C'est vrai que vous n'avez pas choisi la facilité. Vous êtes aussi à la tête de projets de recherche euroméditerranéens pour le développement. C'est le vrai combat. Oui, elle est sur plusieurs fronts. Je considère que votre combat est beaucoup plus important. Sans vous, je n'aurais pas cette liberté de vraiment... C'est ce que nous disait toujours Boussouf Kanigoulna. Ça, c'est la guerre. الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر après. Alors c'est vous avez plus de mérite. Moi, je vous félicite, je vous encourage. Et si j'avais encore des enfants, je suis honorée d'être ici. C'est des témoignages vraiment touchants. Je suis vraiment bouleversée. Je vous entends, ça me donne chaud. Oui. Ngoulo, moi, ma soeur n'est pas morte pour rien. Ben oui, et on est rassurés. Je suis honorée. On est rassurés pour l'avenir. On est rassurés pour l'avenir dans nos petits enfants. J'espère qu'on sera à la hauteur. Non, vous êtes déjà à la hauteur. Vous êtes plus qu'à la hauteur. Et je disais tout à l'heure, si vous me permettez, j'ai entendu un mot, une folie. Oui. Une folie. Vous savez, c'est avec des folies qu'on fait de grandes choses. Les 22, la réunion des 22 qui ont décidé comme ça de déclencher la révolution. La réunion des 6, les 9, ils étaient jeunes. Ils avaient une expérience politique, mais pas forcément une expérience de la guerre. Et ils ont décidé pour tout un peuple. À l'époque, il y avait 9 millions d'Algériens en Algérie. Ils ont décidé pour ces 9 millions. C'était peut-être une folie. Un projet fou, effectivement. Beaucoup disaient impossible. Une bande comme ça va faire sortir la France. Ils ont fait sortir la France avec l'OTAN. Donc c'est bien d'être fou de temps en temps. Je vous poserai une dernière question. Oui, je voulais dire que c'est impossible. Le mot impossible, avec la volonté, vous arriverez, Inch'Allah, à plus. Inch'Allah. Merci. Madame moi, je voulais dire cette multidisciplinarité nationale, internationale et la diaspora algérienne. Oui. Parce que ça, c'est important. Vous faites bien de le dire, effectivement. Parce que dites que c'est grâce à la diaspora, d'ailleurs, vous avez développé le séquençage. Oui. Et même international, parce que dans notre équipe, il y a un Indien qui nous aide pour le séquençage. Donc, ça, c'est important de travailler avec le national. Nous, on a toujours travaillé avec les universités, que ce soit nationales et internationales. Et même... pour les CTC, nous sommes avec ScreenCell, c'est par exemple des recherches de cellules tumorales circulantes. Juste un mot pour terminer avec vous, mesdames Bouchir et Kariatani. On a parlé beaucoup des femmes ce soir, puisque c'est un peu l'esprit de cette émission. Dans vos domaines respectifs, est-ce que la femme est, selon vous, suffisamment représentée, pardon. Je voulais dire représentée. Allez-y, Madame Kayer. Non, Madame Boucher, particulièrement parce que c'est la recherche. Oui, c'est la recherche, on en avait parlé avant l'émission. Oui, je disais rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes. D'accord, dans le secteur de la recherche scientifique, je trouve que
Dans le travail de la recherche, oui. Mais en tant que porteuse de projets internationaux et dans le cadre des publications, les femmes sont peu présentes que les hommes. D'elles-mêmes ou est-ce qu'elles sont un peu marginalisées? Parce que non, pas du tout. Parce que le travail de la recherche scientifique est un travail prenant. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'heures, voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Et donc les femmes sont lésées par rapport à leurs responsabilités concernant aux hommes. C'est pour ça que je disais que je devais faire un petit frein par rapport à la start-up pour faire autre chose, pour faire mon travail de chercheur, pour gérer ma famille. Oui. Et donc, vous avez de jeunes enfants en plus. Donc c'est pour ça que je disais que les femmes sont peu représentées dans tout ce qui est. C'est pas le cas à notre niveau, au niveau de la biologie. Il y a beaucoup de femmes. La majorité sont des femmes. Et vous formez d'ailleurs beaucoup de biologistes. Nous, on cadre beaucoup de biologistes. Oui. Oui. D'ailleurs, demain, il y a une formation qui est internationale, Africa BP, où on donne des cours pendant 3 jours. Parce que c'est ça le défi aussi. C'est la formation. La formation des jeunes, c'est des jeunes qui arrivent. C'est ça. Et vous faites le message. Oui, passer le message. Et là, c'est la formation pour 3 jours, formation théorique et pratique en même temps. Je vais vous remercier infiniment d'avoir accepté notre invitation. J'ai été moi-même très honorée de vous recevoir. D'abord, Madame Yamina Chelali, merci parce que vous avez fait un effort pour venir. Un effort, parce que voilà, vous m'avez dit, je suis un petit peu fatiguée, mais je vais le faire. Je rappelle que vous êtes ancienne moudjahida du Malg. Merci infiniment d'être venue, de nous avoir apporté. Merci, j'étais honorée par votre la relève. C'est réciproque. Ah, vraiment, moi, j'étais vraiment touchée. Oui, c'est une émission effectivement très bouleversante. Ah, oui, Madame Saliha Dufel-Sassi, merci à vous également. Vous êtes ancienne moudjahida et vous êtes une habituée de Canal Algérie, donc on va certainement se revoir avec vous également, Madame Yamina. En tout cas, merci de nous avoir permis de rencontrer non seulement la relève, mais c'est pas seulement la relève, c'est une très belle relève. Et ça a été une très agréable surprise. On dit souvent en tant que moudjahida, on dit on vous laisse quelque chose. On vous dit, prenez soin de l'Algérie. Moi, c'est quelque chose que je ne redirai plus après ce soir. Je vous garantis que je ne le dirai plus parce que l'Algérie est entre de bonnes mains. Je l'ai dit au début d'émission, si vous avez écouté, j'ai dit l'héritage féminin du 1er novembre est immunisé. Madame Kahiatani, merci à vous également d'avoir été avec nous. Vous êtes biopathologiste. Et Madame Yamina Bouchir, chercheure à l'Institut national de la recherche agronomique de Sidi Bel Abbès. Merci également d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette soirée spéciale et donc je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous dis à très bientôt.